Lorsque mon film Le sang du flamboyant a été projeté en salle en 1980, je ne m'attendais pas à ce que 40 ans plus tard, il ressorte de l'ombre en éveillant l'accueil des jeunes de 2020. Il faut constater que par rapport aux derniers événements aux USA, en France et en Europe, ce qui est raconté dans ce film s'avère toujours bien actuel, malheureusement. Je m'imaginais pas non plus que ce film serait diffusé en France hexagonale, à l'étranger, en Afrique et aux Amériques. Pour moi, Le sang du flamboyant, c'était avant tout un film antillais, pensé et conçu pour les Antillais, dans un contexte martiniquais. Mais il se trouve que ce qu'il évoque reste malheureusement encore très présent et parle fortement de nouvelles générations. Les générations qui n'ont pas connu le temps des colonies, une période qui cultivait le racisme bien pensant. Évidemment, je suis surpris, mais content de constater que l'esprit de liberté et de révolte existe encore et que les notions d'humanité et d'antiracisme ne se sont pas perdues dans les méandres de l'histoire moderne. Car plus qu'un film légende ou un film poème, plus qu'un film d'aventure ou une cavale tragique, c'est ainsi que le qualifiait la presse d'alors. Le sang du flamboyant, pour moi, c'est surtout le chant de la liberté. J'avais été invité en Martinique par Aimé Césaire afin de mettre sur place des ateliers audiovisuels. J'ai beaucoup fréquenté les campagnes environnantes et j'ai enquêté sur une affaire dont je connaissais déjà quelques bribes, l'affaire Beauregard. C'était l'histoire d'un géreur noir qui avait pris le maquis après avoir tabassé son maître planteur blanc qui, lui, avait usé de son droit de cuissage sur sa femme. Condamné à la mort, Beauregard, avec l'aide de la population noire, avait résisté 7 ans à la gendarmerie coloniale. Réalité ou fiction, cette histoire, dont les éléments divergeaient beaucoup d'un conteur à l'autre, me faisait penser à l'émergence d'un inconscient collectif refoulé par la colonisation et qui d'un seul coup valorisait l'image des nègres marrons et des esclaves révoltés. J'ai choisi d'illustrer entre réalité, fiction et rêve, en passant de l'animisme au vaudou sous la forme d'un conte antillais, et de refaire renaître un mythe avec toutes les digressions que peut porter en lui l'imaginaire populaire créole. Malgré une avance sur recette, et l'avance sur recette la plus élevée du moment, qui avait été soutenue par Milan Kundera afin que ce projet ambitieux puisse aboutir, aucun producteur français ne voulait mettre quelques sous dans un film, entre guillemets, destiné aux nègres, dont l'acteur principal serait noir, surtout avec une histoire qui commençait par un viol et réalisée par un metteur en scène français et blanc. François Télévisions, qui avait donné son accord pour une coproduction, s'est récusé suite à l'intervention d'un délégué pro-gouvernemental qui devait sans doute faire partie des renseignements généraux et qui voulait couler définitivement le projet. Au cinéma, la censure, elle est d'abord économique. Donc, ce fut un an de galère avant de tomber sur des financiers inhabituels qui n'étaient pas des vrais producteurs, un fromager suisse francophone Food Cinéma et un chocolatier alsacien. Grâce à la participation de tous les techniciens et de tous les acteurs, grâce à l'appui de Aimé Césaire, de la mairie de Fort-de-France et de quelques Martiniquais, mais sans autorisation officielle de tournage. On est parvenu enfin à démarrer le tournage, avec beaucoup de difficultés et d'ennuis, dans des conditions financières déplorables, mais dans l'enthousiasme, bien que toujours sans savoir si l'on pourrait aller jusqu'au bout. La récompense fut 6 mois plus tard, avec l'accueil fait au film par des publics antillais puis africains.